sont communiquées et partagées avec le public. Elle a dirigé et créé plusieurs organisations pour tisser des liens entre les scientifiques et la société. En parallèle de son doctorat en chimie verte et nanosciences, Alexandra a exercé comme communicatrice scientifique. Elle s'est jointe à l'équipe de Nergica en tant qu'agente de mobilisation des connaissances pour faire rayonner les énergies renouvelables et l'expertise de l'équipe de recherche. Merci d'être avec nous, Alexandra. Thierry Saint-Cyr, qui est diplômé de l'Université de Sherbrooke en ingénierie, il est directeur général d'Innover, une organisation qui stimule, accompagne et finance des projets de recherche collaborative en énergie électrique. Auparavant, M. Saint-Cyr a été ingénieur chez Motorola, député à la Chambre des communes, directeur de cabinet du ministre des Transports et ministre des Affaires municipales, des régions et de l'occupation du territoire, puis directeur de cabinet de la ministre des Ressources naturelles. Il a été membre fondateur de Théo Taxi et a planifié et coordonné le déploiement d'une flotte de 130 voitures électriques ainsi que d'une infrastructure de recharge de 2 MW de puissance. Merci d'être avec nous. Je vais commencer par vous présenter, on va fonctionner toujours de la même façon. Je vais vous présenter l'étudiant, puis ensuite l'étudiant va avoir 3 minutes pour présenter son projet, 2 minutes de questions adressées par le jury, x 10 beaux projets. Je vais commencer d'abord par vous présenter Addis, je vais essayer de faire son nom comme il faut, Montazeri-Nedjad, pardon pour la mauvaise prononciation. Addis n'est pas avec nous aujourd'hui. Elle a été victime d'un accident de la route et elle est avec sa sœur et sa sœur elle est décédée. Donc, je tenais quand même à vous présenter son projet puisqu'elle était finaliste. Elle aurait dû être avec nous aujourd'hui. Donc, on lui envoie là, toutes nos condoléances et sympathies. Donc, le projet de Addis, c'était Green Energy and Fuel Production from Decentralized Sustainable Technology in Next Generation Cities. Malheureusement, je ne suis pas ou peu équipée pour vous présenter son projet, donc je vais vous lire sa bio, puis ensuite on va passer à la présentation de nos étudiants. Addis joined the Canada Excellence Research Chairs team at Concordia University as a PhD student on January 6, 2020. Her supervisor is Prof. Ursula Ecker, a chair of the CERC team at Smart, Sustainable and Resilient Communities and Cities Research. Previously, she earned her master's and bachelor degree in mechanical engineering. Donc, voilà, je ne pourrais pas vous présenter son projet malheureusement, mais on pense à elle. Et on lui souhaite tout le succès là, pour la fin de son doctorat. Donc, notre premier étudiant, Brian Rutherford, de Polytechnique Montréal, une maîtrise en génie chimique, dont le projet Synthèse et caractérisation de catalyseurs stables à base de... Ah, mon Dieu, j'ai oublié tantôt. Cuivre et fer, merci. Pour la réaction du gaz à l'eau inverse. Donc, je vous le présente avant qu'il vienne vous présenter son projet. Brian a obtenu son baccalauréat en génie chimique en 2020 à Polytechnique Montréal. Ses expériences de stage chez Suncor Energy et Canmet Energy lui ont permis de développer diverses connaissances sur le domaine énergétique. Présentement étudiant à la maîtrise à Polytechnique en génie chimique sous la supervision de la professeure Daria Bofito et du professeur Grégory Patience, son travail se focalise sur la synthèse et sur les essais de catalyseurs pour la réaction du gaz à l'eau inverse afin d'aider à réduire les émissions de CO2 du domaine de l'aviation. Donc, Brian, je t'invite. Juste pour changer. Ouais. Bonjour. Donc, l'utilisation du CO2 pour produire du carburant, ça serait un pas important à prendre pour accélérer la transition énergétique du Québec et pour diminuer la dépendance aux énergies fossiles. Dans ce cas-ci, on parle de produire du carburant d'aviation à partir de CO2 à l'aide de 2 étapes qui incluent la réaction du gaz à eau inverse pour produire du monoxyde de carbone et de l'eau, et ensuite le procédé Fischer-Tropsch, qui lui produit les hydrocarbures à partir de monoxyde de carbone et d'hydrogène. On utilise également de l'hydroélectricité pour l'hydrogène.
la réaction du gaz à eau inverse est mon focus de maîtrise. Pourquoi chercher à faire ça? Même si le domaine de l'aviation représente 3 en termes des émissions globales de gaz à effet de serre, ça reste quand même des émissions non négligeables dues à une pollution qui est donnée à une dépendance des énergies fossiles. Donc, de cette façon-là, on pourrait essayer de réduire l'empreinte carbone du secteur. Dans mon cas, on essaie divers catalyseurs à base de cuivre et de fer, et on cherche à augmenter leur performance pour la réaction du gaz à eau inverse. Parce que le monoxyde de carbone produit, ça reste un intermédiaire crucial pour produire des hydrocarbures à partir de CO2. La réaction du gaz à eau inverse, c'est une réaction qui opère généralement à des températures supérieures à 600 degrés Celsius. Et puisque c'est une réaction qui est endothermique, il faut lui fournir de l'énergie pour qu'elle puisse avoir lieu. Dans mon cas, moi, on teste les catalyseurs à des températures de 300 à 600 degrés Celsius, des températures plus basses. Un catalyseur, c'est une substance qui permet d'accélérer une réaction chimique et qui offre une surface pour les molécules pour se briser et pour en former des nouvelles, comme par exemple le monoxyde de carbone. En améliorant la performance des catalyseurs, on assure un meilleur rendement de la réaction. Et si on opère à basse température, ça devient très intéressant d'un point de vue intensification de procédé. En plus, en opérant à basse température, tout en restant efficace et en étant moins énergivore, on rejoint l'un des piliers sur lesquels le Québec se base pour la transition énergétique, soit l'efficacité énergétique. Ce qui est important à prendre en compte ici, c'est la source de nos réactifs, soit le CO2 et l'hydrogène. L'hydrogène, on sait que 95 % est produit à partir de gaz naturel et de charbon. Ici, on s'intéresse vraiment à utiliser l'hydroélectricité pour faire l'électrolyse de l'eau pour obtenir de l'hydrogène qui est vert. Pour ce qui est du CO2, on s'intéresse aux émissions provenant des industries, voire même dans le futur des avions. En 2019, 30 % des émissions provenaient du secteur industriel, soit 24,5 mégatonnes de CO2 équivalent. De cette quantité-là, 80 % étaient du CO2. Donc, pourquoi pas l'utiliser comme réactif à la place de l'émettre dans l'atmosphère? Ça va de soi aussi que produire du kérosène de cette façon-là, on en aurait moins provenant des raffineries de pétrole. Donc, encore une fois, on se déplace des énergies fossiles. Donc, puisqu'on utilise ici de l'énergie renouvelable et un rejet qui est abondant comme le CO2, je suis convaincu que ce projet pourrait aider le Québec à prendre un pas de plus vers un avenir plus vert. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Brian. On va passer aux questions du jury. Il faut peut-être y laisser un petit peu de temps jusqu'à... Vas-y. Oui? OK, parfait. Donc, merci beaucoup. On sait que l'hydrogène peut être utilisé comme de carburant directement. Quel est l'avantage de passer par votre procédé par rapport à utiliser l'hydrogène directement pour propulser les avions? Dans ce cas-ci, ça serait vraiment, je ne suis pas un expert en termes de si les moteurs sont différents pour utiliser l'hydrogène ou du kérosène, mais en passant de cette façon-là, c'est vraiment qu'on peut obtenir un carburant qui peut être directement utilisé sur les machines qu'on a déjà, qu'on n'a pas à changer l'aspect technologique, par exemple, des avions. Peut-être pour l'hydrogène, encore une fois, je ne suis pas expert, peut-être qu'il faudrait faire des changements au niveau des moteurs ou quelque chose de même. Dans ce cas-ci, c'est vraiment, on obtient quelque chose qu'on peut directement plugger dans nos avions puis les faire voler. Dans le cycle présenté à l'écran, là, il y a un CO2 qui sort, puis un CO qui rentre. Ça semble être un cycle parfait comme ça. Ouais. Est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'il y a de la perte? Si oui, c'est quoi le rendement en termes de CO2 capté versus ce qui va être rejeté à la fin du cycle? C'est sûr que ça ne sera pas parfait. Pour ce qui est du CO2 capté, ça serait vraiment quelque chose qui serait plus futuristique. Ce n'est pas quelque chose qui est nécessairement fait pour le moment. Il y a certaines technologies qui existent, je pense, pour capturer du CO2, mais ce n'est pas encore on point. Pour le rendement, pour le CO2, je ne pourrais pas vous dire, mais au moins pour le monoxyde de carbone, c'est sûr, on peut obtenir des rendements facilement jusqu'à 38 % de conversion au moins à 600 degrés Celsius. Parce que c'est une réaction qui est justement qui est bloquée par l'équilibre thermodynamique. Ça, quand je parlais d'intensification de procédés, si on utilisait par exemple des technologies comme des membranes, avec les catalyseurs, à plus basse température, on pourrait venir briser cet équilibre-là puis peut-être pousser un peu plus le rendement. José, est-ce qu'on peut poser plus de questions ou...
Merci. Avez-vous déjà des chiffres à l'appui? Qu'est-ce qu'il faut comme quantité de chacune des composantes qu'on a dans le schéma? Des chiffres, par exemple, des quantités produites? Produites ou nécessaires comme matière pour créer pour que le processus se fasse intégralement? Des chiffres pour le processus global, j'en aurais pas. Pour ce qui est pour la réaction du gaz à eau inverse, par exemple, moi, je suis pas mal plus à plus petite échelle. Par exemple, des 100 millilitres qu'on envoie par minute, c'est une très petite quantité en laboratoire. On peut obtenir, par exemple, jusqu'à peut-être 1 ou 2 millilitres par minute de monoxyde de carbone. Encore une fois, ça paraît des petits chiffres, mais c'est vraiment parce qu'on est bloqué par l'équilibre thermodynamique de la réaction. On n'a pas encore eu la chance d'essayer diverses technologies pour pouvoir essayer d'augmenter justement la quantité. Est-ce que, par exemple, pour le cuivre et le fer, on aurait besoin d'aller chercher beaucoup de minerais? En fait, nous autres, ce qu'on a fait ici, c'était quand même assez intéressant. On a vraiment utilisé des petites quantités. C'était 10 massique de cuivre, puis 0,9 massique de fer au plus. Puis ça a été un des catalyseurs les plus performants. C'était pas des... C'était pas des énormes chiffres, mais pour la quantité de métal qu'on a utilisé, 0,9 en termes de concentration massique, à 600 degrés Celsius, on avait une conversion d'environ 15 mais ce qui était surtout intéressant, c'est à 300 degrés Celsius, donc la plus basse température qu'on utilisait, on obtenait des rendements de 5 puis l'équilibre était environ 15 Fait qu'on était quand même pas trop loin. Puis c'est un catalyseur qui, après une centaine d'heures à ces températures-là, restait quand même stable. Fait que pour des petites quantités de même, on peut obtenir quand même des valeurs prometteurs. Puis encore une fois, dans le futur, coupler ça avec, par exemple, une membrane pour essayer de briser l'équilibre thermodynamique, ça peut devenir assez intéressant. Merci beaucoup. Notre prochain étudiant, Maxime Parot, étudiant au doctorat en génie du bois et des matériaux biosourcés à l'Université Laval. Son projet, étude des lignines organosolves comme précurseurs de fibres de carbone. Passionné depuis longtemps par l'infiniment petit, Maxime Parot a commencé ses études en France en chimie, où il s'est pris d'affection pour les molécules naturelles avec la spécialité arômes et parfums. Ensuite, il s'est tourné vers un domaine plus large avec un master en sciences pour l'environnement. Son dernier stage sur la transformation de biomasse en matériaux carbonés lui a donné envie d'approfondir ses connaissances dans le domaine. Il est donc allé au Canada pour réaliser un doctorat sur l'étude chimique du bois. Plus précisément, l'étude de la lignine pour la fabrication de fibres de carbone. La communication scientifique étant très importante pour lui, il a gagné plusieurs prix de concours de vulgarisation scientifique sous toutes ses formes. Cela en plus des articles publiés dans différents journaux scientifiques. Dynamique et motivé, il est récipiendaire de 2 bourses de collaboration et participe également à la vie de différents centres de recherche en tant que membre du comité étudiant où il participe à l'organisation d'événements en tout genre. Maxime? Bonjour. Bonjour. Le bois est une ressource formidable qui, durant la croissance de l'arbre, nous donne de l'oxygène et absorbe du CO2. Seulement, lors de l'usinage du bois, les copeaux générés sont le plus souvent brûlés pour en faire de l'énergie, ceux qui libèrent du CO2. Mon projet de thèse consiste à valoriser ces copeaux d'une manière bien plus intelligente en conservant le carbone présent dans le bois. En bref, je travaille sur la transformation du bois en fibre de carbone. Une fibre de carbone, c'est un peu comme un fil en acier, mais 10 fois plus résistant et surtout moitié moins lourd. Alors, pour transformer du bois en carbone, il suffirait de le faire brûler. Mais moi, je ne veux pas du simple charbon comme au barbecue. Donc, il faut penser chimiquement, moléculairement. Le chronomètre n'est pas parti, je ne sais pas si c'est normal, juste. Bon, je vais recommencer, je ne sais pas. Donc le bois est une ressource formidable qui, durant la croissance de l'arbre, nous donne de l'oxygène et absorbe du CO2. Seulement, lors de l'usinage du bois, les copeaux générés sont le plus souvent brûlés pour en faire de l'énergie.
ceux qui libèrent du CO2. Et donc, mon projet consiste à valoriser ces copeaux d'une manière bien plus intelligente en conservant le carbone présent dans le bois. Alors, en bref, je travaille donc sur la transformation du bois en fibre de carbone. Une fibre de carbone, c'est un peu comme un fil en acier, mais 10 fois plus résistant et surtout moitié moins lourd. Alors, pour transformer du bois en carbone, il suffirait de le faire brûler. Mais moi, je ne veux pas du simple charbon comme au barbecue. Il faut donc penser chimiquement, moléculairement. En réalité, le bois est composé de 3 molécules principales, la cellulose, l'hémicellulose et la lignine. Dans un premier temps, j'extrais la lignine de mes copeaux, car c'est la molécule qui contient le plus de carbone. Avec cette lignine, je fais des filaments, un peu comme des spaghettis, mais 2000 fois plus petits grâce à une technique qui s'appelle l'électrofilage. Ensuite, je chauffe ces spaghettis graduellement jusqu'à une température avoisinant les 1000 degrés Celsius. Et pour éviter d'avoir du charbon de barbecue, il faut tout d'abord remplacer l'air par de l'azote, mais surtout, il faut chauffer lentement, très lentement. Si on lui laisse suffisamment de temps, la lignine se transformera petit à petit en carbone, et on obtient ainsi une fibre de carbone. À date, j'ai obtenu des résultats très encourageants et prometteurs sur l'extraction et la fabrication de fibres de lignine. Et en ce moment, je travaille sur la dernière étape, qui est de transformer ces fibres de lignine en fibres de carbone. Mais, me direz-vous, en quoi la fibre de carbone participe à la transition énergétique? Et c'est une très bonne question. Alors, d'après Google, la transition énergétique représente une modification structurelle profonde des modes de production et de consommation de l'énergie. Moi, je vais m'intéresser au second critère, la consommation. Du fait de leur résistance et de leur légèreté, les fibres de carbone peuvent être utilisées, par exemple, pour renforcer des voitures, ce qui permet de les alléger et donc de diminuer leur consommation de carburant, réduisant par conséquent les émissions de gaz à effet de serre. De surcroît, il faut savoir que la fibre de carbone est actuellement synthétisée à partir d'une molécule extraite du pétrole. Remplacer cette molécule par un précurseur biosourcé, comme la lignine, permettrait de réduire le coût économique et environnemental de la fibre de carbone. Donc pour finir, j'aimerais vous remercier, vous tous, d'être présents à cet événement, car ça montre que vous êtes soucieux de l'environnement, et ça c'est vraiment important. Donc merci beaucoup. Super, merci. On va y aller avec les questions du coup. Je suis curieuse, tu as dit tantôt qu'il y avait plus de carbone dans la lignine. Comment ça? Parce que c'est quand même un petit peu flou au sens qu'il y a du carbone dans les deux. Je suis curieuse de savoir si c'est moléculaire, par unité, par la chaîne polymérique. Comment tu justifies ton choix de lignine versus la cellulose, par exemple, s'il te plaît? C'est ça. Alors merci pour la question. Donc parmi les 3 molécules, j'ai dit la lignine contient le plus de carbone. Effectivement, c'est un peu flou, c'est de la vulgarisation, 3 minutes, c'est rapide. En fait, la lignine, c'est, on va dire, en termes de pourcentage, c'est ce qui contient le plus de carbone. Donc si on fait carbone, oxygène, hydrogène, par exemple, ça va être la lignine qui possède le plus haut taux de carbone. Mais en plus de ça, il y a une deuxième particularité à la lignine, c'est que c'est dû à sa structure moléculaire. La lignine est pratiquement le seul polymère aromatique naturel qui a une structure aromatique. Et ça, c'est vraiment très, très intéressant du point de vue de mon projet qui est de faire la fibre de carbone derrière, car la fibre de carbone, en fait, c'est une fibre qui a des carbones entièrement aromatiques. Donc là, je parle un petit peu plus chimie, mais désolé. Mais voilà, donc c'est vraiment dû à sa structure et à son taux de carbone qui est plus élevé. Je voulais savoir, est-ce que tu as fait un bilan carbone de la production du carbone à partir de la fibre du bois versus de la méthode conventionnelle? Alors moi, je n'ai pas fait de cette étude-là parce que ça demanderait à peu près 3-4 ans d'études pour ça. Donc moi, j'en ai pas fait, mais cela dit, oui, il y a eu effectivement des chercheurs qui ont fait des analyses de cycle de vie sur la production de la fibre de carbone, que ce soit biosourcée, pétrosourcée, et en comparaison avec les fibres en acier, par exemple, comme je compare. Et en fait, pour un peu faire la balance, il faut savoir que la production d'une fibre en acier, ça vous demande beaucoup moins d'énergie que la production d'une fibre de carbone. Donc là-dessus, la fibre de carbone, elle est perdante. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la fibre de carbone, en fait, c'est sur le long terme que ça va devenir rentable. Et le passé nous a appris qu'il fallait quand même regarder au long terme, c'était quand même intéressant.
Et donc, voilà, donc ce serait, par exemple, comme je disais, sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre, en renforçant les véhicules dus au film de carbone, etc. Donc ça, en fait, c'est les ACV, les analyses de cycle de vie, qui ont montré que la fibre de carbone avait un potentiel là-dessus. Et pour ce qui est de donc, utiliser la lignine à la place du pétrole, évidemment, c'est logique, en fait, c'est parce que le pétrole, il faut l'extraire, il faut le raffiner. Ensuite, il faut polymériser l'acrylonitrile, qui est issu du pétrole, pour faire le polyacrylonitrile et ensuite faire la fibre de carbone, alors que la lignine, elle est disponible beaucoup plus facilement. Et il y a une étude qui a montré également que actuellement, donc, la fibre de carbone est faite à partir de l'acrylonitrile, et ce précurseur représente la moitié du prix de la fibre de carbone actuellement. Donc remplacer l'acrylonitrile par une autre molécule, que ce soit la lignine ou une autre, ça ferait gagner de l'argent, en fait, ça réduirait le coût de la fibre de carbone, ce qui pourrait élargir son champ d'utilisation et donc démocratiser la fibre de carbone, etc. J'espère avoir bien répondu. Merci beaucoup, Maxime. Merci. Notre prochain étudiant, Hugo Hazin, à la maîtrise en énergie renouvelable et efficacité énergétique à l'École de technologie supérieure. Son projet, conception d'un système de stockage d'énergie à hydrogène longue durée pour une mine isolée du réseau électrique. Hugo Hazin est étudiant à l'École des technologies supérieures en double diplôme avec son école d'ingénieur en France, une école spécialisée dans l'énergie. Actuellement, il est en maîtrise énergie renouvelable et trouve du sens dans son travail en agissant pour accélérer la transition énergétique. Il a déjà réalisé plusieurs projets dans ce domaine, comme la création d'un méthaniseur, un plan d'installation de bornes de recharge pour voitures électriques ou encore l'élaboration de stratégies énergétiques dans le cabinet de conseil Greenflex à Paris. Aujourd'hui, il travaille à temps plein sur son mémoire de recherche en lien avec la décarbonation de l'industrie minière et cherchera à partir du mois de septembre un nouveau défi. Voilà, c'est dit. À toi. Go. Mesdames et messieurs, bonjour. Par le passé, les hommes ont souvent dû faire face à de nombreux défis dus aux limites planétaires. Ce fut le cas avec la couche d'ozone, par exemple, qui a commencé à rétrécir à cause de l'utilisation de gaz fluorés. Il aura fallu d'un protocole à Montréal et de quelques pays motivés pour enclencher une dynamique qui amènera à la réduction drastique de ces gaz. Depuis quelques années, un problème majeur est en cours, et ce ne sont pas des COP, des protocoles ou des conventions qui permettent d'inverser la courbe des émissions de CO2 qui est responsable du réchauffement climatique. Pourtant, les solutions, nous les avons. D'après le dernier rapport du GIEC, il suffit de mettre le paquet, la mise sur l'efficacité, la sobriété et l'innovation. C'est dans cette troisième des catégories que j'ai décidé de faire mon projet de recherche audacieux afin d'accélérer la transition énergétique du Québec. Mon projet y prend application à la mine de Raglan tout au nord du Québec. Cette mine est isolée du réseau électrique et elle consomme chaque année jusqu'à 60 millions de litres de diesel qui sont mensuellement emmenés par bateau. La mine a déjà installé 2 éoliennes depuis 2015 qui lui procurent une petite quantité d'électricité. Et elle se demande aujourd'hui s'il est possible de décarboner totalement ses activités. C'est ici que mon projet prend application. Il consiste à faire une analyse technico-économique d'un système de stockage à hydrogène longue durée qui permettrait, avec un parc éolien, de capter le surplus d'énergie du vent lorsqu'il y en a trop, pour le redistribuer à la mine lorsqu'il n'y a plus de vent, grâce au stockage d'hydrogène. Le problème est bien plus complexe qu'un simple dimensionnement, puisque lorsqu'on rentre dans les détails, la mine a 3 appels de puissance. Il faut à la fois gérer les besoins de chaleur, qui sont pour le chauffage, mais aussi les procédés industriels, les besoins électriques et les besoins en termes de carburant. Ma méthode consiste donc à analyser tout ça, regarder ce qui est possible d'électrifier pour maximiser les rendements. Et une fois que ceci est fait, il faut donc que je choisisse les technologies adaptées pour résister aux conditions extrêmes de la mine et qui permettront de la décarboner. Si ce projet existe et est soutenu par l'entreprise, il aurait des retombées multiples, puisqu'en termes technologiques, les installations de ce volume en termes d'hydrogène seraient une première, mais surtout de résister dans ce climat hostile pour les systèmes, ce serait aussi une première.
En termes environnementaux, on limiterait un nombre considérable d'émissions de CO2. Ça serait l'équivalent de jusqu'à 20 000 voitures en moins sur les routes du Québec. En termes économiques et géopolitiques, cela permettrait à la mine d'avoir des prévisions sur ses coûts économiques et de ne plus dépendre de la fluctuation du prix du diesel, mais aussi permettre au Québec de devenir indépendant des importations de d'autres puissances étrangères. Enfin, un aspect social, puisque ce projet serait réplicable à des communautés isolées du Nord, mais aussi des industries, et permettrait ainsi de décarboner le nord du Québec, le Canada ou tous les micro-réseaux dans le monde. Enfin, je pense qu'avec toutes ces informations, on peut dire que ce projet pourrait permettre au Québec d'atteindre sa carboneutralité d'ici 2050. Merci beaucoup. Dans cette analyse-là à faire pour entreposer l'énergie sous forme d'hydrogène, qu'est-ce qui t'a amené à sélectionner ce mode-là à analyser plutôt que, par exemple, des batteries ou un autre mode d'accumulation d'énergie? Alors en fait, il y a eu une discussion préalable faite avec les différents partenaires. J'ai choisi de m'intéresser à l'hydrogène parce que c'est un petit peu l'énergie ou le vecteur énergétique qui en ce moment est en vogue et je ne m'y connaissais pas du tout, donc j'aurais envie d'en apprendre un peu plus. Avec cette étude, je suis convaincu que l'hydrogène, ça pourrait être une solution pour plusieurs paramètres. Ici, on parle d'un stockage longue durée, donc ce n'est pas parce qu'il y a une petite fluctuation du vent que c'est l'hydrogène qui va prendre le relais, ça va être des batteries qui vont avoir un temps de réponse rapide. C'est vraiment pour les périodes où il y aura des jours, ou voire plus de quelques jours de période sans vent, qu'on utilisera l'hydrogène pour justement son aspect longue durée, c'est-à-dire une fois qu'il est stocké, il n'y a pas des pertes comme les batteries qui peuvent se décharger avec le temps. Donc c'est pour cet aspect-là que je pense que l'hydrogène pourrait être une solution. D'autant plus que en fait, la mine a des procédés qui ne peuvent pas être électrifiés, notamment donc, les camions lourds ou des choses comme ça. Donc on pourra avoir une gestion, une optimisation des flux pour l'utilisation qui n'est pas possible d'électrifier, donc justement avec l'hydrogène. Je m'excuse si tu l'as dit puis que je l'ai manqué, mais tu pourras répéter puis c'est correct. Actuellement, est-ce qu'il y aurait assez d'énergie produite par les deux éoliennes pour pouvoir avoir de l'hydrogène et puis que ça soit utilisé pour les camions, etc. Tu l'as dit puis je l'ai manqué. Alors, pas du tout. En fait, c'est un dimensionnement du stockage à hydrogène qui va influencer sur le dimensionnement du parc éolien. Vu qu'il y a des rendements à respecter, il faudra, j'ai quelques ordres de grandeur. Il faudra, du coup, en fonction de l'énergie à produire pour pouvoir le redistribuer tard, dimensionner ce parc éolien. Donc on pourra plutôt tabler sur une trentaine d'éoliennes de 3 MW qui sont déjà présentes pour justement avoir un système viable. J'ai une question aussi concernant le processus de fabrication de l'hydrogène. À partir des éoliennes, est-ce que pour transformer l'électricité produite en hydrogène, c'est un processus que tu intègres dans ta recherche, qui existe déjà et dont tu as mesuré les besoins énergétiques nécessaires? Oui, du coup, merci pour cette question. Je vais pouvoir approfondir les choix technologiques de l'hydrogène. Du coup, l'hydrogène vert, il faut le produire par électrolyse. Aujourd'hui, il y a plusieurs technologies d'électrolyse. Donc, l'alcaline, qui est la plus ancienne et peut-être la plus mature. Mais aujourd'hui, depuis quelques années, on développe l'électrolyse à membrane échangeuse de protons. Donc, ça permet de créer de l'électricité avec des charges faibles. Donc, c'est-à-dire que lorsqu'il y a des fluctuances, en fait, c'est un temps de réponse rapide. Donc, ça s'adapte parfaitement aux énergies renouvelables qui fluctuent et qui sont intermittentes. Donc, j'ai choisi cette technologie-là d'électrolyseur pour créer l'hydrogène. Ensuite, il faut un dimensionnement de stockage, faire optimiser, trouver le meilleur compromis entre densité volumique de l'hydrogène et perte au rendement, parce que plus on comprime, plus on perd de l'énergie. Donc je suis parti sur un système de stockage sous haute pression. Et ensuite, pour terminer, il faut trouver une pile à combustible. Et donc ça, c'est le chêne de l'hydrogène vert. Je suis peut-être perdu dans mes explications. Et ensuite, il faut trouver une pile à combustible. Là, je suis parti sur une pile à combustible qui n'est encore pas tout à fait commercialisée, qui est en développement. Une pile à oxyde solide haute température. Parce que si j'avais pris une pile à combustible normale, elle permettait juste de faire de l'électricité et les basses chaleurs n'auraient pas permis de faire la fonction de chauffage, donc on aurait perdu en rendement. Alors qu'avec une pile haute température, même si les rendements sont autour de 60%, les 40% restent en chaleur pour ne pas être totalement utilisés, mais on pourra récupérer une grande partie pour justement faire le chauffage ou les procédés haute température de la mine, qui étaient assurés par les génératrices diesel précédemment. C'était peut-être un peu long, désolé. Merci beaucoup. Merci Hugo.
notre prochaine est une candidate. Alors, Valérie, je vais changer ici, ça va aller mieux. Voilà. Valérie Lamenta de l'Université McGill, Master of Science, Mechanical Engineering. Son projet vers l'atteinte de la carboneutralité, le diagnostic des sels fondus. Diplômée d'un baccalauréat en génie mécanique, Valérie poursuit maintenant une maîtrise dans la même discipline à l'Université McGill. Tout au long de son parcours académique, Valérie a cultivé son intérêt pour le domaine de l'énergie, catalyseur du développement pour toute société moderne et équitable. Avec cette optique en tête, sa recherche porte donc sur la visualisation de fluides à haute température utilisés dans des contextes de production et de stockage d'énergie. Sa présentation vers l'atteinte de la carboneutralité, le diagnostic des sels fondus, permettra au public de découvrir un matériau peu coûteux et abondant qui sera positivement contribué à la transition énergétique du Québec. Finalement, reconnaissant l'importance de la communication scientifique, Valérie souhaite aussi rendre la recherche académique accessible et compréhensible à tous. Compréhensible, je déparle, pardon. À tous. À toi, Valérie. Bonjour. L'atteinte de la carboneutralité est l'objectif cible de 2050 au Québec. Pour y arriver, cela nécessite non seulement, comme nous l'avons entendu, l'augmentation de la production d'électricité propre, mais conjointement la diminution importante des émissions de gaz à effet de serre. Malheureusement, on ne peut pas toujours s'en tenir à l'électrification de procédés et aux mêmes filières énergétiques pour en arriver à notre objectif commun. C'est pourquoi je propose, et encore une fois, comme nous l'avons entendu aujourd'hui, qu'on mette l'accent sur l'idée de diversification énergétique au Québec, reposant sur des matériaux peu coûteux et abondants. Je propose donc qu'on s'intéresse aujourd'hui aux sels fondus et à leur potentiel énergétique énorme. Donc, que sont les sels fondus? Nous sommes tous habitués de voir le sel sous forme solide et granuleuse à température ambiante. Eh bien, c'est ce même sel, ce sel avec lequel nous cuisinons, qu'une fois chauffé au-dessus de 220 degrés Celsius, devient liquide. Puis, dans son état liquide, le sel est en mesure d'absorber de très grandes quantités de chaleur. Et plus important encore est le fait que ce stockage thermique se fait à pression ambiante, ce qui représente un avantage de taille par rapport à l'utilisation de la vapeur d'eau à très haute température. Bien que les sels fondus aient déjà fait leur preuve en tant que fluide caloporteur et accumulateur thermique dans plusieurs applications, dont le solaire thermique à concentration, la production de chaleur industrielle et le nucléaire avec réacteurs de génération 4, il n'en demeure pas moins que certaines interactions entre leurs différents mécanismes de transfert de chaleur demeurent très peu comprises. Cela implique que présentement, nous n'exploitons pas au maximum le comportement thermique avantageux des sels fondus. Donc, mon projet de recherche consiste à appliquer une technique de visualisation nommée la vélocimétrie par image de particules aux sels fondus directement. Grâce à cette technique et en obtenant de l'information sur la vitesse du fluide, sur les courants de convection et sur l'intensité de la turbulence, mon objectif est de mieux comprendre le transfert de chaleur à l'intérieur des sels. Puis, les données expérimentales obtenues serviront à augmenter la fiabilité et la précision de simulations et de modèles numériques de systèmes plus complexes et d'envergure, comprenant des sels fondus. Bref, pour ces raisons... Bref, mon projet de recherche représente non seulement une avancée importante en ce qui a trait aux techniques de diagnostic de fluides à haute température et de procédés à haute température, mais il permet de promouvoir et d'accélérer le développement de technologies à base de sels fondus n'émettant aucun GES. Donc, pour ces raisons, mon projet de recherche et ce savoir-faire méritent amplement sa place dans la transition énergétique diversifiée du Québec. Merci. De ce que je comprends, donc, les sels fondus peuvent servir de liquide caloporteur, permettent d'acheminer de la chaleur directement. Et donc, en quoi ça contribue à la réduction des
des GES, en quoi, par exemple, ça permet d'être plus efficace en termes de production de cette chaleur-là, puisqu'elle doit bien être produite de toute manière. Quel est l'avantage d'un point de vue GES? Bien, très bonne question, premièrement. C'est que si on regarde, je ne suis pas exactement experte, moi je suis plus dans la recherche fondamentale, mais de ce que je sais, au niveau industriel, beaucoup de notre chaleur provient de sources qui émettent beaucoup de GES. Donc, l'avantage avec les sels fondus, c'est que, par exemple, dans une situation où est-ce qu'on aurait un surplus énergétique, bien, on peut les chauffer électriquement, stocker cette chaleur, puis ensuite l'utiliser à un autre moment, lorsque là, notre chaleur ne provient pas d'une source qui émet des GES. Puis, les sels fondus peuvent vraiment être réutilisés à répétition pendant des années, sans avoir besoin d'être remplacés. Pourrais-tu nous en dire un petit peu plus sur la technique que tu utilises? Parce que, par exemple, le graphe à droite, pourrais-tu nous l'expliquer? Puis, c'est des belles couleurs, mais nous en dire un peu plus, s'il te plaît. Oui, absolument, c'est ça. J'espérais que la question vienne, parce qu'en 3 minutes, c'est difficile de l'expliquer. Mais la technique de vélocimétrie par image des particules, c'est pas nouveau. C'est une technique qui est utilisée en dynamique des fluides beaucoup. C'est pour observer le mouvement d'un fluide. Donc, moi, ce que je montre, l'image, dans le fond, à votre gauche, c'est le setup expérimental que j'ai construit. Et cette technique-là, ce qui arrive, c'est qu'on prend notre fluide, on met des particules à l'intérieur, des très petites particules qui vont suivre le mouvement du fluide. Puis, on prend des images à avec un intervalle de temps connu. Puis, avec 2 images consécutives, on est capable de tracer ensuite les vecteurs de vitesse de tout notre fluide à l'intérieur. Donc, la belle image, c'est ça, c'est tous les vecteurs de vitesse de chaque point dans notre fluide. Puis, ça se rattache au transfert de chaleur parce que moi, spécifiquement, je suis intéressée par les interactions entre le rayonnement thermique et la convection naturelle. Et la convection naturelle, c'est non seulement un transfert de chaleur, mais c'est aussi ce qui va dans le fond, générer le déplacement du sel fondu. Merci beaucoup, Valérie. Ah, tu avais une autre question? Parce que je suis vraiment trop curieuse. Rapidement. C'est quoi l'échelle de l'image, s'il te plaît? Parce que je suis vraiment trop curieuse. L'échelle de l'image? Oui. En fait, notre expérience en ce moment, comme la plateforme surélevée, je vous dirais qu'il y a peut-être un petit peu moins à 1 mètre de hauteur. Ça, c'est parce qu'on a besoin d'illuminer l'intérieur de notre fluide. Donc, on utilise un laser avec différentes lentilles pour créer vraiment un light plane dans notre petit setup expérimental qui est d'environ, je vous dirais, je pense qu'il y a 1,5 litres à l'intérieur de sel fondu dans le petit cube. Merci beaucoup. Donc, on arrive à la moitié de nos présentations. Alors, Ellie Hunter is a PhD student in Mechanical Engineering de Polytechnique Montréal. Son projet, Decentralized Biomass Conversion Systems Toward Carbon Neutral Agriculture. Ellie's research journey kicked off at the end of his second year as an undergraduate mechanical engineering student. He managed to publish 3 articles as a first author in renewable energy journals before graduating with high distinction in 2019. This granted him a direct entry PhD opportunity at Polytechnique Montréal, where he was recently awarded la médaille du lieutenant-gouverneur du Québec. Ellie's main research interests are gasification-based biomass conversion systems and combustion instabilities of biomass-derived syngas. À toi. Okay. The facilities shown in the bottom part of this beautiful landscape in Montérégie are nothing but agricultural greenhouses that feed thousands of Quebecers all year long. I'm here today to talk about what goes under the radar, or in this case, the hangars, these green facilities shown next to the greenhouses. There, you should typically expect to see large furnaces to supply the huge heating load of the greenhouse, typically running on natural gas, heavy agricultural machinery running on diesel fuel, large tanks containing a lot of carbon dioxide that's injected into these greenhouse atmospheres for enhanced crop growth, and in remote locations, diesel-powered generators. Now, all of this just to tell you that agriculture, mankind's first occupation, is still heavily dependent on fossil fuels.
But wouldn't it be truly ironic if we realized that these greenhouses, in fact, are surrounded in abundance by a green, renewable, but barely exploited energy resource? And this is clearly seen all over this picture. And here I'm talking about agriculture or forestry residual biomass, such as wheat straw, wood chips, wood logs, and so on. In the best case scenarios nowadays, these greenhouses are inefficiently burning these residues to merely supply part of their heating load. And I'm here today to address this need and present you with novel decentralized biomass conversion systems that would replace the fossil fuel-based equipment under these hangars and allow farmers in Quebec to meet their biofuel, heat, electricity, and carbon dioxide demands from their own residual biomass. Our peer-reviewed simulations showed that this could be achieved at a total efficiency exceeding 83%, using components such as dual fluidized bed gasifiers, solid oxide, reversible solid oxide cells, or in short, state-of-the-art technology, which also offers substantially enhanced flexibility. Take, for instance, tillage day, where heavy machinery is extensively used in the greenhouse, and consequently the biofuel demand is higher than the usual. Our system is able to accommodate this without needing more biomass input by boosting its biofuel production, as in renewable natural gas, on the expense of its electricity output. How? By sending more of the latter to the reversible electrolysis cell to produce more hydrogen that then enriches the methanation reactor and improves its yield. But the story doesn't end here, because a very interesting byproduct of this process is pure oxygen, which we exploit in our system by using it in the gasifier's combustion chamber instead of using air from the ambient atmosphere as an oxidant, and this gives us a high-purity carbon dioxide stream with no nitrogen, which, if not used in these greenhouses' atmospheres themselves, could be readily sequestered, rendering the whole polygeneration process carbon negative. Question du jury. Juste savoir, cette présentation-là, c'est quoi le statut d'avancement de cette technologie-là? Est-ce qu'on est encore dans le concept, dans la théorie, ou c'est quelque chose qui est implémentable à très court terme dès maintenant? Okay, so we have different stages in the process, and for the gasification stage, we're using a dual fluidized bed gasifier, which have been tested for many feedstock types, from forestry biomass to sludge, experimentally for a while now. And then for the methanation process, we're using an isothermal methanation reactor that has been tested and developed, and for instance, Lind company has such a famous reactor. And then we're also using a reversible solid oxide cell, which also have been tested in the lab, especially recently, because of its ability to operate as an electricity generation mode and in reverse mode where hydrogen and oxygen is generated. Excellent. Merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres questions. Ouais. Merci, Élie. Notre prochain finaliste, Charles-David Guérette, est un étudiant à la maîtrise en génie chimique à Polytechnique Montréal. Son projet, conversion du CO2 atmosphérique en carburant d'avion. Charles-David a complété son baccalauréat en génie biotechnologique à l'Université Sherbrooke. Par la suite, il s'est intéressé à l'impact du génie chimique sur l'environnement et le développement durable. Il réalise actuellement une maîtrise en génie chimique à Polytechnique Montréal sous la supervision de la professeure Daria Camilo-Bofito et du professeur Grégory Patience. Son projet de maîtrise porte sur la conversion catalytique du CO2 atmosphérique en carburant d'avion au moyen de la synthèse Fischer-Tropsch, j'espère que je le prononce comme il faut, permettant ainsi au domaine de l'aviation de tendre vers la carboneutralité. À toi, Charles-David. Bonjour à tous. Alors, le Québec renferme un potentiel énergétique immense. Et ce potentiel énergétique pourrait servir à la production d'énergie fossile renouvelable.
Car saviez-vous qu'en raison de leur densité énergétique élevée, les énergies fossiles demeurent encore à ce jour la principale source d'énergie permettant d'alimenter les transports aériens? Mon projet porte sur la production de carburant d'avion renouvelable à partir du CO2 atmosphérique, plus précisément sur la production d'hydrocarbures au moyen du procédé Fischer-Tropsch. Alors, la production d'hydrocarbures débute tout d'abord par la captation du CO2 émis dans l'atmosphère par le secteur des transports, le secteur industriel et le secteur résidentiel. Le CO2 capté est par la suite converti en monoxyde de carbone au moyen d'une réaction de gaz à l'eau inverse, alors désignée ici par l'acronyme RWGS. Une fois la réaction chimique complétée, le monoxyde de carbone produit est mélangé avec de l'hydrogène synthétisé à partir d'une source d'électricité renouvelable, par exemple l'hydroélectricité. C'est cet hydrogène et ce monoxyde de carbone qui vont ensuite alimenter le réacteur Fischer-Tropsch. Alors, ce réacteur fonctionne à des températures allant de 230 à 300 degrés Celsius et à une pression avoisinant les 20 bars. Ces conditions bien précises permettent d'activer le catalyseur contenu à l'intérieur du réacteur. Alors, un catalyseur, c'est une substance chimique qui permet d'accélérer et de faciliter une réaction chimique. Notre catalyseur, ainsi activé, sera donc en mesure de procéder à la liaison de l'hydrogène au monoxyde de carbone afin de produire une variété d'hydrocarbures. Pour vous démontrer la faisabilité, alors la photo, la section turquoise surmontée d'une pompe à essence sur la photo, représente des hydrocarbures que nous avons réussi à produire à petite échelle dans notre laboratoire. La section en jaune, elle, représente de l'alcool et de l'eau, soit des produits secondaires de la réaction. Il faut donc par la suite procéder à la séparation et la purification de nos hydrocarbures pour produire notre carburant renouvelable. Quant aux hydrocarbures jugés trop lourds, c'est-à-dire ceux ne pouvant pas être utilisés pour la conception de carburant, on peut les utiliser afin de produire des cires de qualité alimentaire pour la conservation des fruits et des légumes. De plus, quant à notre carburant, lui, il pourra alimenter par la suite les transports aériens, ce qui va engendrer de nouveau du CO2 émis dans l'atmosphère qui pourra de nouveau être capté afin d'être converti à nouveau sous la forme de carburant. Alors, le cycle se répète. Alors, on tend ici vers la carboneutralité du transport aérien. C'est grâce à l'ingéniosité québécoise et à nos ressources renouvelables que le Québec peut aspirer à devenir un pilier majeur dans la production d'énergie fossile renouvelable. Mais pour y arriver, il faut identifier le catalyseur qui permette d'y arriver. Merci. Merci. Ces hydrocarbures produits pour le transport aérien peuvent-ils être utilisés pour tous les autres types de transports également? Oui, on pourrait également l'utiliser, en fait, pour le transport naval et le transport routier. Alors, la transformation et le raffinement resteraient similairement le même, en fait. Alors, ce qui nous permet aussi de l'appliquer sur les autres moyens de transport. Je sais que les navires aussi représentent un défi au niveau de l'électrification, donc ça serait également une alternative possible qu'on pourrait appliquer. Une question pour voir si moi j'ai compris, mais ton projet, c'est un peu la suite de celle de Brian, si je comprends bien. Exactement. Lui, il fait en haut, puis toi, tu fais là. Oui, mais Brian, c'est le petit logo RWGS, puis moi, c'est un peu plus qui est tout en dessous. Pourrais-tu nous parler un peu plus des catalyseurs que tu regardes, puis commenter par rapport à quel point c'est vert, cette affaire-là, s'il te plaît? Oui. Bien, les catalyseurs qu'on travaille actuellement, c'est qu'on essaye d'utiliser des métaux qui sont accessibles, puis encore une fois, c'est des métaux qui sont utilisés en très petite quantité. Le défi demeure encore de trouver des catalyseurs qui nous permettent d'arriver directement dans l'écart des hydrocarbures que l'on veut avoir, parce qu'on ne peut pas tous les utiliser pour la production de carburant. Alors, c'est là un peu le défi. Et est-ce qu'il y avait une extension à la question? Je suis désolé, Je suis curieuse de comme des... T'as-tu des métaux déjà en tête? Parce que déjà, tu m'as commencé à me répondre en disant que c'était des métaux... le mot français m'échappe là, mais comme pas scarce, mettons, genre. Mais je suis curieuse de ça, comme, puis je suis curieuse, genre, je suis contente d'entendre que c'est pas... Tu pars pas pour du ruthénium qui serait comme empirer les affaires, fait que je suis curieuse de t'entendre commenter sur quel métaux tu regardais, puis la big picture aussi.
Désolé. Oui, on regarde avec le cuivre et le cobalt, par exemple, alors qui sont un peu des métaux qui sont généralement accessibles et à faible coût, oui. Oui, actuellement, on parle de faible coût en raison des augmentations de prix et des fluctuations. Ça reste qu'on a ciblé ces métaux-là initialement parce qu'ils sont très fortement accessibles et très à faible coût. Merci beaucoup, Charles Merci. David. Prochaine finaliste, Élodie Macario de l'École des technologies supérieures, est étudiante à la maîtrise projet en génie mécanique. Donc, son projet, étude d'un système de stockage d'énergie latent avec matériaux à changement de phase. Élodie est diplômée d'une école française en génie matériaux et a travaillé 3 ans en traitement de surface à Airbus Helicopters. Ses convictions liées au développement durable l'ont poussé à reprendre ses études à l'École des technologies supérieures pour une maîtrise en génie mécanique afin de combiner son expertise en matériaux au domaine de l'énergie et participer ainsi à la transition énergétique. Ses activités de recherche portent sur le stockage thermique latent avec matériaux à changement de phase utilisés pour chauffer et refroidir les bâtiments institutionnels et visant à lisser la production et la demande d'énergie du bâtiment et à réduire les émissions de gaz à effet de serre. À toi, Élodie. Bonjour à tous. Désolée. Ok, merci. Bonjour à tous. Donc, comme vous le savez, le Québec augmente sa quantité d'énergie électrique utilisée afin de réduire sa part d'énergie fossile. Les énergies fossiles sont facilement entreposables, ce qui n'est pas le cas des énergies électriques qui sont renouvelables et sont généralement utilisées rapidement après avoir été produites. Cette transition implique de nouveaux défis, dont la répartition de la demande et de la production. Utiliser du stockage permet de produire de l'énergie lorsque les conditions sont favorables, puis de l'utiliser plus tard lorsqu'on en a besoin. Cette énergie peut être stockée sous différentes formes: électricité, chaleur, énergie mécanique. Et ce qui nous intéresse dans mon projet, c'est l'énergie thermique et plus précisément l'énergie thermique latente. Les matériaux peuvent être sous différentes phases: liquide, solide, gazeux. Et en modifiant la température, on va changer de phase. Ces transitions sont réversibles, c'est-à-dire qu'elles peuvent s'effectuer dans un sens comme dans l'autre. Et le type de changement de phase va orienter si on stocke ou si on fournit de l'énergie. Les stockages thermiques latents, ils utilisent les transitions d'un matériau à changement de phase pour stocker de l'énergie en période de faible besoin. Et ils vont utiliser la transition inverse pour fournir l'énergie lorsqu'on en a besoin. Ces technologies sont utilisées pour le chauffage du bâtiment notamment. Le climat rude québécois entraîne une demande irrégulière au cours de l'année, ce qui se traduit par des pics de demande lors de périodes de grand froid. C'est ce qu'on peut voir sur le graphique. Actuellement, le réseau rencontre déjà des difficultés pour fournir la totalité de la puissance nécessaire lors de ces pics, ce qui oblige par moments l'importation d'énergie. Avec l'électrification des transports, du chauffage des bâtiments, etc., ça va faire que ces pics vont avoir tendance à s'intensifier. Il va falloir trouver un moyen de mieux répartir la demande et la production. Une des solutions est le stockage, ce qui inclut le stockage thermique latent. Par rapport à d'autres stockages plus classiques, il a l'avantage de stocker une plus grande quantité d'énergie par volume et aussi d'être moins énergivore. Vous pourriez me demander pourquoi est-ce que ces technologies ne sont pas plus répandues à l'heure actuelle. Il existe quelques exemples d'applications au Québec, mais les retours d'expérience qu'on a eus ne sont pas à la hauteur des attentes. C'est pourquoi mon projet intervient. Il étudie un ancien système qui était utilisé dans une école, c'est celui que vous pouvez voir sur la photo. Et le but, c'est vraiment de le caractériser, puis de relier les performances à l'échelle du matériau à celle du système pour mieux comprendre la technologie, puis aussi essayer de l'améliorer et la maîtriser pour pouvoir répandre son utilisation et faire un pas de plus vers la transition énergétique. Merci à tous. Merci.
Merci. Est-ce que d'autres projets ont été réalisés en dehors du Québec sur lesquels tu peux appuyer tes recherches pour... Cette technologie exactement, non. C'est pour ça. Mais par contre, le stockage thermique latent, ça, il y a même au Québec, d'autres technologies qui sont pas forcément... En fait, ce qui se passe ici, je vais reprendre, c'est que là, c'est un type de technologie où on a vraiment le matériau qui est comme un grand cube, d'1 mètre cube à peu près, qui est avec un échangeur et tous les échanges se font comme ça. Une technologie qui est plus développée, ce serait des microbilles dans lesquelles il y aurait de l'énergie, donc du matériau à changement de phase. Et ça, par exemple, en France, je sais qu'il y a une technologie qui est utilisée à l'heure actuelle et qui est beaucoup plus mature. Mais ce n'est pas tout à fait comparable. C'est comme la technologie elle-même, non, même si tout ce qui entoure avec le principe, etc., est similaire. Pour compléter, cette technologie que tu nous décris, qui est déjà mature en France, quel est l'avantage de la tienne par rapport à une technologie qui existe déjà? C'est que c'est des applications un petit peu différentes. Celle en France, je sais que c'était pour des applications de refroidissement, par exemple. Et je reconnais que je ne suis pas une experte parce que j'avais juste vu que ça existait, mais ça ne m'aidait pas vraiment dans, moi, vraiment la compréhension de comment ça marchait. Mais c'est le format aussi était différent. Puis je pense que c'est aussi une question de température d'utilisation, etc. Si on compare avec d'autres technologies de stockage thermique, récemment, j'ai entendu parler de sel fondu. Oui. Comment ça se comparerait ou pas, les deux, en termes d'utilisation? Les sels fondus sont vraiment sur des gammes de températures très différentes. Je ne suis pas une spécialiste des sels fondus, mais moi, par exemple, mon matériau à changement de phase, c'est de la paraffine, qui est c'est comme une cire, on va dire. Fait que c'est rarement au-dessus, je pense, des 150 degrés. Alors que les sels fondus, si je ne dis pas de bêtises, je pense que ça devrait être vraiment beaucoup plus haut. Si c'était c'est comme utilisé aussi dans des tours, des centrales solaires, etc. Là, fait que c'est vraiment... Ce qui est bien avec les matériaux à changement de phase, c'est que chaque type de matériau va pouvoir répondre à une application spécifique. Donc, c'est plutôt pour une application, il suffit de regarder quel matériau pourrait correspondre. Merci, Elodie. Merci. Prochaine candidate, Justine Lalande, qui est doctorante en communication à l'Université du Québec à Montréal. Son projet, la mobilisation de l'argument de l'utilité sociale dans les discours liés à la transition énergétique, entourant l'acceptabilité sociale des projets miniers au Québec. Justine est doctorante en communication à l'Université du Québec à Montréal sous la supervision de Stéphanie Yates. Sa thèse porte sur la mobilisation de l'argument de l'utilité sociale dans les discours liés à la transition énergétique au Québec. Plus largement, ses intérêts de recherche portent sur l'acceptabilité sociale, le lobbyisme, le rôle de l'expertise et la communication politique. Elle travaille également comme conseillère principale chez TACT en affaires publiques et relations gouvernementales. Justine a aussi été boursière de la Fondation Jean-Charles Bonenfant. À toi. Bonjour, merci beaucoup. Donc, je m'intéresse dans ma thèse à l'acceptabilité sociale, puis je vais vous dire aujourd'hui pourquoi je considère que c'est essentiel à une transition énergétique qui réussit. Donc, ce n'est pas un secret pour personne. En matière de transition énergétique, le Québec a fait de l'électrification de l'économie, et plus particulièrement des transports, son cheval de bataille. Pour électrifier notre économie, ça prend des batteries, pour ça prend de l'exploitation minière, et c'est là que l'acceptabilité sociale entre en jeu. Mais commençons par le début. Pourquoi l'acceptabilité sociale est si cruciale? En fait, c'est devenu ni plus ni moins une condition de faisabilité des projets au Québec. Je ne vous apprends rien, dans les dernières années, il y a plusieurs projets qui n'ont pas vu le jour par manque d'acceptabilité sociale. On a seulement pensé au gaz de schiste à Anticosti, à Énergie-Est, plus récemment à GNL-Québec. Bon, c'est sûr que ce n'est pas de l'énergie renouvelable, mais vous êtes bien placé pour savoir que même dans le secteur des énergies renouvelables, l'acceptabilité sociale, ce n'est pas gagné d'avance. On a des études qui nous montrent que des projets de parcs éoliens sont souvent contestés, et ce, même si les communautés adhèrent à l'argument écologique qui les sous-tend. L'acceptabilité sociale, c'est donc autant un enjeu de société qu'un enjeu d'entreprise. Dans ce contexte-là, il y a des promoteurs puis le gouvernement qui mettent désormais de l'avant l'argument de l'utilité sociale pour faire valoir le bien fondé de leur projet. Qu'est-ce que c'est l'utilité sociale? En fait, c'est notre jugement de valeur collectif à propos d'un usage, celui du minerai dans le cas qui nous intéresse. C'est se dire en fait qu'une mine de lithium, c'est beaucoup mieux, donc plus acceptable, qu'une mine d'or, par exemple, parce que l'usage qu'on va faire du minerai va être beaucoup plus utile pour la société.
Mais la littérature nous dit jusqu'à présent que l'argument d'utilité sociale ne suffit pas à rendre un projet acceptable. Il y a d'autres arguments, qui soient économiques, sociaux, environnementaux, scientifiques, par rapport à un projet ou son développement, qui peuvent affaiblir, voire complètement annuler l'argument de l'utilité sociale. La preuve étant qu'on a plusieurs projets d'exploration de mines de lithium ou de graphite en ce moment au Québec qui sont contestés. Ce que je propose dans ma thèse, c'est d'abord d'analyser la façon dont l'argument de l'utilité sociale est mobilisé dans les discours par les différents acteurs, puis dans un deuxième temps, comment est-ce qu'il s'articule avec les autres arguments. En fait, je veux savoir dans quel contexte et en fonction de quels éléments l'argument de l'utilité sociale est le plus porteur de sens pour les communautés. Parce que pour réussir la transition énergétique, on a beau avoir les meilleures innovations, les meilleures technologies, si on n'est pas en mesure de les communiquer efficacement, si on n'est pas en mesure de bien écouter la population, bref, si notre projet n'a pas d'acceptabilité sociale, c'est un peu un coup d'épée dans l'eau. Je veux que ma recherche me permette de vous dire que dans les cas de figure A, B ou C, l'argument de l'utilité sociale pourra être reçu favorablement par les communautés pour telle et telle raison, mais que dans les cas X, Y, Z, c'est peut-être moins pertinent de le mettre de l'avant. Je veux que les résultats de ma thèse vous permettent de mieux organiser, de mieux orienter vos communications en matière de transition énergétique. Je crois fondamentalement que la transition énergétique, c'est le changement profond de notre société le plus intelligent à faire. Mais je crois aussi qu'il n'y a aucun changement profond qui peut advenir sans le consentement, qu'il soit explicite ou implicite, de la population, d'où la pertinence de mes recherches en matière de transition énergétique. Merci. Merci. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus ta méthodologie, s'il te plaît, pour comment tu arrives à là, tes ABC? Oui. Comment tu vas te rendre, s'il te plaît? Absolument. Donc, en fait, je vais utiliser une méthodologie qui est mixte. Donc, dans un premier temps, une méthodologie qualitative. Donc, ce sera une analyse documentaire et une analyse de discours sur les 44 projets du plan de valorisation de minéraux critiques et stratégiques du gouvernement du Québec. Donc, on va recenser l'utilisation de l'argument de l'utilité sociale, comment il est utilisé, mais aussi quels autres types d'arguments sont utilisés en ce moment par l'industrie minière. De ces 44 projets-là, on va en choisir entre 10 et 20 pour faire des entrevues avec les promoteurs et les consultants qui accompagnent les promoteurs, puis ensuite tenir des groupes de discussion avec les citoyens pour savoir comment l'argument est perçu. Dans un deuxième temps, ça va être une méthodologie qui est plus quantitative où je vais utiliser la méthode par sondage. Donc, pour aller sonder à plus grande échelle la population. Donc, je pense que je vais prendre environ 5 projets qui seront choisis en fonction des critères pour que ce soit des projets qui sont différents dans des milieux différents et pour obtenir en fait des données sur la perception des communautés locales par rapport au discours des minières. Et la méthode par sondage va permettre d'inclure des manipulations expérimentales pour tester l'articulation des différents arguments avec celui de l'utilité sociale. Donc, pour revenir aux aspects quantitatifs de ton évaluation, tu vas reprendre les différentes caractéristiques de l'utilité sociale et tu vas les comparer. En fait, avec la première recherche qu'on va faire, où on va avoir recenser les différents arguments utilisés par les minières, on va pouvoir poser des questions, par exemple, sur une même population. Certaines personnes vont recevoir la question « qu'est-ce qu'une mine est plus acceptable si le minerai extrait est utile pour la société ?» Donc ça, on va vraiment tester l'utilité sociale, mais ensuite, on va aller rajouter des choses dans les questions. Par exemple, si la mine à côté de chez moi est utile pour la société, elle est plus acceptable. Donc là, on va aller tester comment ça s'articule avec d'autres arguments, dans ce cas-ci, la proximité. Est-ce que si on rajoute un argument scientifique dans le libellé de la question, est-ce que ça va teinter la réponse par rapport à notre question test, qui est seulement sur l'utilité sociale? Merci. Alors, le concours tire à sa fin. Il reste 2 candidats. La prochaine candidate, Violaine Gasquel, de l'Institut national de recherche scientifique, fait un doctorat en sciences de la Terre. Son projet, produire de la chaleur verte à partir d'anciens puits d'hydrocarbures. Violaine est une étudiante au doctorat à l'Institut national de recherche scientifique. Elle a commencé à s'intéresser à la géothermie alors qu'elle était étudiante. Là, je n'ai pas le nom de l'école au complet, mais c'est une école d'ingénieurs en France spécialisée dans les métiers de géosciences et de l'environnement. Elle est d'abord arrivée au Québec dans le cadre d'un stage à l'INRS, dans l'équipe de Jasmin Raymond,
qui lui a permis de réaliser un premier projet dans le domaine de la géothermie, portant sur l'évaluation du potentiel géothermique de l'île d'Anticosti. À l'issue de ce stage, elle a choisi de rester au Québec et a commencé un doctorat intitulé Évaluation des ressources géothermiques de profondeur intermédiaire dans la région de Bécancour, sélection d'un système d'échangeurs pour une production de chaleur optimale. Projet co-dirigé par Jasmin Raymond et par Christine Rivard de la Commission géologique du Canada. Dans le cadre de ce projet, elle s'est particulièrement intéressée à la possibilité d'utiliser des échangeurs en fond de puits coaxiaux de 1 à 3 km de profondeur pour extraire de la chaleur par le biais de modélisation numérique. Elle a également étudié la possibilité de reconversion de puits profonds existants en ce type d'ouvrage géothermique. À toi, Violaine. Bonjour. Savez-vous combien de puits pétroliers ou gaziers ont été forés au Québec? Plusieurs centaines. Maintenant, imaginez qu'il soit possible d'en reconvertir une partie en échangeur de chaleur géothermique profond. Ce serait bien, non? Mon nom est Violaine Gascuel et j'étudie la possibilité de reconvertir d'anciens puits pétroliers ou gaziers en échangeurs de chaleur géothermique profond. Cette technologie émergente fonctionne sur le même principe que les pompes à chaleur géothermique. Les échangeurs utilisés sont juste installés dans des puits beaucoup plus profonds, permettant d'accéder à des roches plus chaudes et donc d'extraire de la chaleur plus efficacement. Vous me direz, si c'est le cas, pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas déjà des puits profonds? Le principal obstacle à leur développement est le coût de forage. En effet, forer un puits de 1 à 3 km de profondeur coûte cher, plus d'1 million de dollars par kilomètre de profondeur. En réutilisant d'anciens puits pétroliers ou gaziers, on peut donc non seulement produire de la chaleur verte, mais aussi économiser de l'argent. Alors, en quoi est-ce que cela consiste? L'idée est d'insérer 2 tubes l'un dans l'autre dans un puits. Un fluide froid est injecté dans l'espace entre les 2 tubes, se réchauffe par conduction, puis remonte par le tube central vers la surface où la chaleur est extraite par une pompe à chaleur. Donc dans le projet, nous avons étudié 2 scénarios possibles pour la reconversion des puits. Donc dans le scénario A, on va insérer un échangeur de plus faible diamètre que le puits sur toute la longueur de celui-ci. Dans le scénario B, on va utiliser un tubage d'acier qui est déjà présent à l'origine mais qui ne va pas jusqu'au fond du puits, comme tube externe pour l'échangeur. Donc on va reboucher le puits jusqu'au bas de ce tubage d'acier pour que le fluide puisse circuler en boucle fermée. Donc dans ce scénario, la température obtenue va être plus faible que dans le scénario A, mais on va avoir moins de frottement, ce qui va permettre d'augmenter le débit et ainsi d'augmenter la capacité de production de chaleur. Donc mes résultats suggèrent que cette reconversion est prometteuse. En effet, le coût de production de la chaleur, réparti sur 30 ans d'exploitation continue, serait inférieur au coût de l'électricité nécessaire pour alimenter des plaintes électriques. Dans le meilleur des scénarios étudiés, il pourrait même être équivalent au coût d'approvisionnement pour un chauffage au gaz, tout en émettant très peu, voire pas, de gaz à effet de serre. Alors que le monde s'engage sur la voie de la carboneutralité et qu'un nouveau projet de loi du gouvernement actuel vise l'arrêt de l'exploration et de l'exploitation des hydrocarbures au Québec, mon projet montre qu'il serait possible de donner une seconde vie à ces anciens puits en les transformant en des sources d'énergie propres. Convertir un ancien puits pétrolier en échangeur de chaleur géothermique, ne serait-ce pas une belle transition énergétique? Est-ce que tu as étudié la disposition des puits actuels par rapport à des lieux de consommation de cette chaleur-là? Parce que j'imagine qu'il doit y avoir une certaine proximité. Quelle est la proximité requise? Puis est-ce qu'il y a une corrélation entre l'existence de puits actuels et un lieu pour consommer cette chaleur-là? Je n'ai pas de chiffre exact sur la proximité requise, mais ce serait de l'ordre de 1 ou 2 km. Ensuite, ça ne va plus être rentable à cause de la nécessité d'avoir des conduites isolées. Pour ce qui est de la localisation, donc c'est vrai que la plupart de ces puits ne sont pas en centre-ville. Ils vont être plus dans la campagne. Mais puisque donc ces puits ont été forés pour chercher du gaz ou du pétrole, ils ont principalement été forés donc, dans des bassins sédimentaires où il y avait la possibilité d'en obtenir. Et il se trouve que le plus gros bassin sédimentaire au Québec, c'est Basse-Terre-du-Saint-Laurent, puis c'est aussi là que vit la majeure partie de la population. Donc, d'un point de vue des consommateurs, ça pourrait donc soit être des municipalités qui souhaitent se développer justement à des endroits sur des anciens parcs industriels
où il y a ces puits-là. Donc, par exemple, dans le parc de Bécancour, il y a plusieurs puits qui pourraient être réutilisés par les entreprises qui sont là ou qui souhaiteraient s'y installer. Il serait également possible de les utiliser pour chauffer des nouvelles serres, donc, puisque le gouvernement projette d'en construire un grand nombre et que ces serres vont avoir besoin de chaleur. Est-ce qu'il y a des enjeux de sécurité d'utiliser des anciens puits d'hydrocarbures? Eh bien, il faut que le puits soit en bon état. Donc, dans le puits, on va avoir à l'origine plusieurs ciments et plusieurs coffrages. Donc, le coffrage généralement en acier. Donc, effectivement, si le ciment ou le coffrage sont en mauvais état, il pourrait y avoir des fuites. Donc, par exemple, du méthane qui s'infiltrerait puis qui remonterait. Mais malheureusement, c'est également le cas si on ferme ces puits. Donc, oui, pour des questions d'accessibilité sociale et pour que le projet marche bien, ce serait préférable de sélectionner des puits qui sont en bon état. Mais si on les referme, on va juste mettre des bouchons à l'intérieur. Et si c'est le ciment d'origine qui est en mauvais état, ben on va avoir des fuites de toute manière. Merci beaucoup, Violaine. Alors, notre dernier candidat, Hugo Daniel, qui est étudiant à la maîtrise en génie électrique à l'Université de Sherbrooke. Son projet, la transition énergétique de la marine marchande. Hugo Daniel est diplômé au baccalauréat en génie électrique à l'Université de Sherbrooke et est présentement en train de compléter une maîtrise à l'Université de Sherbrooke en génie électrique. Son parcours lui a permis de naviguer à bord du vraquier Lumiac 1, de participer à des conférences, de travailler sur plusieurs articles et de se spécialiser dans le domaine de l'alimentation à quai. L'objectif de ces recherches est de réduire les émissions de gaz à effet de serre de la marine marchande. Chercheur au sein du ITESC Lab, son projet de recherche est supervisé par la professeure Jao Troveao, j'espère que je ne me massacre pas trop, à peu près, hein, de l'Université de Sherbrooke et par Dave Williams, cadre supérieur au service technique chez FedNav. Ses intérêts de recherche incluent les systèmes électriques marins, les systèmes hybrides et l'optimisation multi-objectifs et multi-critères. À toi, Hugo. Bonjour à tous. Donc, c'est un honneur pour moi de clôturer le concours étudiant. Alors, un navire marchand de type cargo comme celui-ci consomme au moins 1,5 tonne de diesel par jour lorsqu'il est au port. Dans le meilleur des cas, on parle d'environ 5 tonnes de CO2, soit l'équivalent de 650 voitures par jour par bateau. C'est immense. Et ça, c'est sans considérer les impacts négatifs sur la santé causés par la pollution de l'air, le bruit, les vibrations et bien d'autres. La consommation de carburant au port est due au fait que les navires marchands ont besoin de produire de l'électricité avec des génératrices au diesel pour des services comme l'éclairage, la machinerie, les communications et bien d'autres. Or, il serait possible d'éliminer la presque totalité des émissions au port en branchant les navires au réseau d'Hydro-Québec, un peu comme si on branchait une voiture électrique. Ce concept est appelé l'alimentation à quai ou shore power. Le potentiel de l'alimentation à quai est immense. Comme on peut le voir sur ce graphique-là, graphique que je pense que tout le monde devrait être à l'aise avec ça. Donc, l'intensité de carbone de la production d'électricité au Québec est vraiment minime. Et donc, le graphique présente ça, celle du Québec et ailleurs dans le monde, comparé à l'intensité de carbone de la production d'électricité d'un navire au port. De par l'immense différence qu'il y a entre l'intensité de carbone de la production d'électricité au Québec et celle d'un navire au port, on voit que le Québec est vraiment un endroit de prédilection pour l'alimentation à quai. Or, c'est si avantageux. Pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas déjà fait? Pour plusieurs raisons. Premièrement, il faut vraiment parler davantage des émissions des navires au port à la population et au gouvernement pour les conscientiser sur les enjeux environnementaux et sociaux de l'alimentation à quai. Ensuite, le coût élevé des installations terrestres est vraiment le facteur qui ralentit le plus le déploiement de la technologie. En revanche, une fois que les installations sont en place, le coût de l'électricité du Québec est beaucoup plus avantageux que celui de l'électricité produite avec du diesel. Pour s'attaquer à l'enjeu du coût élevé des installations,
Dans notre recherche, on propose un modèle mathématique basé sur une approche multi-objective qui vient optimiser les émissions de CO2 et le coût d'investissement d'un système d'alimentation acquis. On vient étudier différentes sources comme le réseau électrique, des batteries, des génératrices au diesel et on vient recommander les meilleures combinaisons. Finalement, le dernier facteur qui ralentit le déploiement de la technologie, c'est vraiment le besoin de concertation des parties prenantes pour qu'elles s'accordent entre elles sur une approche standardisée et conjointe. On tente aussi de faciliter ce processus-là avec les résultats de nos recherches et notre implication active dans le milieu. En conclusion, la marine marchande, c'est vraiment à la base de notre économie et c'est vraiment pas un joueur à sous-estimer pour la transition énergétique québécoise. Merci beaucoup de votre écoute. Pourrais-tu revenir sur les barrières de l'implantation de cette solution actuellement? Actuellement, la première barrière, c'est le fait que la marine marchande, on n'en parle presque pas. Pourtant, ça fait partie de notre histoire, ça fait partie, ces bateaux-là passent dans le fleuve devant nous et ils sont là, mais c'est pas très connu. Alors, c'est vraiment un enjeu d'en parler. De ces navires-là, qu'est-ce qui pollue dans les ports, donc dans les villes? Les émissions sont en contact direct avec les populations et le bruit que ça génère et tout ça. La deuxième raison, c'est le coût des installations. La littérature montre que c'est pas tout à fait rentable si on parle juste le côté économique. Mais puis là, c'est sûr que ça dépend de la taille des installations. Dans certains cas, ça peut l'être, dans d'autres moins. Mais si on prend les enjeux environnementaux puis sociaux en considération, eh bien là, c'est là qu'on vient chercher notre rentabilité. Et le dernier facteur, c'est le fait que c'est des grosses installations. On parle, un bateau comme ça a une capacité auxiliaire de 1,8 MW. Fait que si tu en mets 20 au Québec qui sont taqués, bien, ça fait une grosse demande. Donc, c'est des gros réseaux de quoi on parle. Et puis, des navires de croisière, on parle de 10 MW des fois. Fait que c'est assez immense. Et donc, il y a un besoin que toute l'industrie se mette ensemble pour voir comment ils vont faire ça. Et puis, c'est un peu sujet de c'est pas le sujet de ma recherche, mais on participe beaucoup à ça, à essayer d'amener tout le monde ensemble, parler de ces enjeux-là. Comment est-ce qu'on va faire ça, cette transition-là? De te parler, donc, dans la présentation, dans les questions, des coûts d'infrastructure à quai. Ouais. Donc, ça peut être un choix relativement collectif, mais sur le bateau lui-même, c'est quoi le coût d'infrastructure pour lui, pour qu'il puisse se connecter et comment il va amortir ça si ce n'est pas disponible dans tous les quais du monde, si c'est juste quand il vient au Québec? Très bonne question. Premièrement, c'est un virage. C'est sûr que ma maîtrise sort du Québec et c'est pour ça que j'ai mis sur le graphique d'autres places dans le monde pour montrer le potentiel de l'alimentation à quai ailleurs dans le monde. Et même si ce n'est pas un réseau comme au Québec, l'alimentation à quai est bénéfique à cause que les génératrices au diesel, c'est pas très efficace nulle part, pire que des centrales au charbon. Donc, il y a une transition partout dans le monde qui s'opère pour ça. Donc, c'est vrai qu'en ce moment, il y a un besoin que ça soit rentabilisé du côté du bateau, mais il y a de plus en plus de mouvements, surtout en Europe, pour que ça soit. Ensuite, ce n'est pas encore clair dans l'industrie s'ils vont mettre plus de systèmes électriques du côté du bateau ou du côté du port. Par exemple, on pourrait mettre tout le système, tout sur le quai, puis le bateau n'aurait presque rien. Là. Il aurait juste besoin de brancher. T'sais. Donc, il n'y aurait presque pas d'investissement à faire. Là. Il y a un partage à faire dans l'industrie, c'est ça, un partage des coûts. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Voilà ce qui concluait la 5e édition du concours étudiant de l'ACPER. Je vous remercie d'avoir été là. Je voudrais qu'on applaudisse nos étudiants parce que c'est vraiment une tâche, c'est colossal de résumer son projet en peu de temps. Moi, je les remercie de l'avoir fait. Et je suis très reconnaissante parce que c'est une tâche que moi-même, au doctorat, je n'ai pas voulu faire. Voilà. Donc, félicitations.
Des excellentes présentations. Donc, le jury va délibérer. Vous allez avoir les résultats du concours dans le cadre du cocktail réseautage à l'Assemblée nationale. Il y a une navette qui vous attend, donc à l'entrée de l'hôtel, dans le lobby. Et je vous souhaite un bon cocktail réseautage. Je sens que tout le monde a bien besoin de réseauter. Et puis à suivre pour le concours, les résultats du concours. Merci tout le monde.